silhouette s'écarte du chemin pour libérer le passage. Tes pieds s'enfoncent dans la neige. Tu portes un sac à dos noir et de petites lunettes rondes. Le vent fouette ton profil et chasse tes mèches brunes et bouclées qui s'échappent de ton bonnet. Tu me ressembles. Je ne sais pas en quoi, mais tu me ressembles. C'est évident. Mes mains s'agrippent au volant. Concentré, je débraye, passe la deuxième et enfonce la pédale des gaz. Les pneus vrombissent sur la glace, le moteur crie, mes roues patinent. Le pot d'échappement crache une fumée grise qui densifie l'épaisseur de la brume de février. Tu te retournes. Le visage sans expression. Clic-clac, arrêt sur image, en noir-blanc. De cet instant, de toi à cet instant, mon cerveau imprime un polaroid. Inutile de lutter, ma voiture n'ira pas plus loin. Je capitule, je fais marche arrière. Je tremble de l'intérieur. Entre deux gorgées de vin, qui réchauffent nos corps emmitouflés dans les couvertures militaires, nos mots jouent à saute-mouton, esquivant certains sujets trop intimes pour ne pas susciter notre curiosité, et cherchent le chemin d'une chanson. Une chanson qui, dans l'absolu, existe déjà sur les étagères de l'inconscient. Nous trinquons, plus qu'à mon habitude. À l'exception d'un ou de 2 verres de rouge à l'occasion d'un bon repas, je ne bois pas. Mais par volonté d'un ailleurs, ici et maintenant, j'épanche ma soif et ma crainte d'effleurer de trop près ta souffrance qui m'est si familière. Tu me resserres de ce vin bon marché, bu sans discontinuité, de bon cœur, à ton allure. Mes pommettes doivent être roses. Je ris, et je ris de plus en plus fort. Ma tête se vide, mes sens s'ouvrent. Je respire. Je respire la plénitude de nos silences, de nos hésitations, de ton brûlant et craintif désir d'aimer. C'est peut-être ceci que l'on a en commun. La peur d'aimer, amère, douloureuse, contagieuse mais connue. L'insatiable peur d'aimer par peur d'aimer trop. Tu as à peine 20 ans et tu bois, tous les jours. Trop tôt dans la journée, trop tard dans la soirée, trop souvent, trop vite, en trop grande quantité. Ta peau sointe l'alcool et trahit cette consommation excessive qui ne date pas d'hier et qui, contrairement à ce que tu voudrais laisser croire, n'a rien de festif. Je n'aime pas les peaux qui sentent l'alcool. Je n'aime pas que ta peau pue l'alcool. Mais mon nez capte ces effluves. Si elles avaient l'audace de leur impulsion, mes lèvres se saouleraient à ta peau de garçon qui a bu et s'intoxiqueraient à tes muqueuses de fumeur pour que notre souffrance jumelle fusionne.
être moins seul dans ce qui fait mal. Un tout petit peu moins seul. Deux épaves, sans vie, inertes, mortes, loin du monde, mais moins seul. Dans mes fantasmes, je me saoulerai à ta peau. Sur le grand lit double en fer forgé, je m'assois d'un côté, toi de l'autre. Chacun se déshabille, seul. Se glisse sous le drap blanc et frais que Mai a réchauffé de son soleil ce matin. Toujours en silence, tu t'allonges sur moi. Ta peau est froide, douce. On se regarde dans les yeux. J'ai l'impression que c'est la première fois que l'on se regarde. Tes doigts s'infiltrent en quinconce entre les miens, les étendent, les serrent, pendant que tes paumes s'appuient contre les miennes et que ton sexe entre en moi. Tu me voles un cri muet. Tu me regardes toujours. Tu ne bouges pas, moi non plus. Mon sexe se remplit de toi, se resserre sur le tien qui recherche un point d'ancrage dans son absence d'attention, l'aspire, l'avale et perçoit dans l'immobilité une pulsation. Une pulsation qui nous rappelle que nous sommes en vie, nous. Tes coudes cèdent, ton torse imberbe écrase ma poitrine, ton corps, de ses articulations anguleuses, estampe le mien, ta barbe clairsemée au creux de ma clavicule, ma main de femme sur ta nuque d'adolescent, tu t'endors. Je voudrais te caresser, te toucher encore. Je ne peux pas, je ne peux plus. Je suis de l'autre côté de la rive et je bombarde les ponts qui permettraient une traversée. Après m'être habillée sans te prêter la moindre attention, j'ai entassé tes vêtements, ton portable et tes clés sur le meuble du téléphone à l'entrée, avec suffisamment de bruit pour que tu te réveilles et saisisses que je voulais que tu t'en ailles. Au plus vite. Tes affaires sont ici, la porte est là. J'ai branché la radio, accoudée sur le bar de la cuisine, j'écoute les nouvelles. Enfin, j'essaye. Il n'y a de place pour personne ce matin dans ma vie. Je veux être seule. Tu as la gueule de bois, mais bonne mine, ce qui n'est plus possible à mon âge. Depuis plusieurs années, lorsque je fais la fête, un tant soit peu, j'ai les yeux gonflés et un teint verdâtre le lendemain au réveil. Une poupée de cire, je me sens laide, périmée, dévastée par le temps et la fadeur d'une vie plate comme une aînée bleue. Le miroir est une torture. Il me révèle les ombres
d'une peau triste et chiffonnée, la maigreur de mon corps. Ce corps, suspendu à des clavicules décharnées comme un manteau en laine défraîchie. Tu vas bien vieillir, toi. Les artistes qui brillent la nuit brillent longtemps. Leur métabolisme ne semble pas soumis aux mêmes règles que le commun des mortels. Comme si le tabac, les excès d'alcool et de drogue les épargnaient. Jusqu'au jour où, d'un seul coup, ils se ramassent un mètre cube de vieillesse sur la tête trépasse. À choisir, je préférerais cette vie-là. Mais je suis raisonnable, ennuyeusement raisonnable. Mon hygiène de vie est irréprochable, sans écart ni abus. Ces dernières semaines en sont l'exception. Pour la première fois de ma vie, de mon existence, je dis et vis des choses que je n'aurais osé jusqu'ici qu'écrire. Je crapote, surtout en ta présence. La cigarette ne nous engage à rien d'autre qu'à tuer du temps ensemble. J'ai la gorge irritée, je tousse, mais j'aime fumer avec toi. À l'exception du rituel du briquet qui consiste à demander à chaque cigarette qui a piqué le briquet de l'autre, on ne parle pas. On respire un nuage d'intimité. J'aime cette absurde complicité. Fumer comme jouer aux billes dans la cour de récréation. Je te fais un express sans sucre, sans crème, sans amour. Puis une bise sur la joue, affectueuse, presque maternelle, avant que tu ne déverrouilles la voiture empruntée la veille à tes parents, stationnée devant le garage de cette maison. De ma maison, qui me paraît vide, étrangère, inexistante. Tu n'as rien dit pour les deux noms sur la sonnette. L'assemblage de nos corps me donne envie de ralentir, de m'arrêter, d'échapper à la course folle et effrénée de mon existence. En ta compagnie, le temps devient palpable. Il se pétrifie. Tu es statue, tu es l'instant présent, celui que j'ai envie de saisir et de posséder. J'aimerais allonger ton corps de pierre sur le flanc, dans mon jardin, me glisser au creux de toi, à l'abri des tourmentes, et fixer mes méduse. Les deux merles de mon verger viendraient siffler gaiement sur nos corps qui ne feraient qu'un. Ta main sur ma taille, ton sexe dans le mien, à tout jamais. Mais je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie. Je ne veux pas et je chasse l'idée. Pourtant, l'idée de toi m'obsède, l'idée de toi m'obnubile. Je suis distraite et dispersée. Mardi, à l'hôpital, j'ai oublié la visite de Monsieur Giuseppe. Mon patient préféré. Un petit tailleur italien de 82 ans qui roule les airs comme roule une tourterelle. Engoncé dans sa chaise roulante qu'il refusait de déplacer, il m'attendait. Il ne rejoindrait pas la salle à manger avant de m'avoir vue. Il y avait tout souci pour vous, Rose. J'ai demandé qu'on lui apporte son repas en chambre. Il a enfin lâché le frein du fauteuil roulant, m'a tendu la main puis m'a attrapée, comme un grand-père le ferait avec sa petite fille. De son bras valide, il a saisi brusquement ma nuque et appuyé ma tête sur son tronc, prise en étau dans le pli de son coude,
avant de m'ébouriffer les cheveux. Vous avez les yeux humides, ma Rose. Racontez-moi. En chuchotant du bout des lèvres, ma bouche a machinalement épelé les lettres de ton prénom. Il a souri, d'un sourire complice, tordu et asymétrique. L'aide-soignante est entrée sans toquer. Elle a déposé l'assiette du dîner sur la tablette que j'ai rapprochée du fauteuil. Pendant qu'il déballait ses couverts stérilisés, je suis repartie. Bouleversée. Murmurer ton prénom inscrivait tout à coup notre histoire dans une réalité. Notre histoire. En verbalisant les sentiments, on ne peut plus les empêcher d'exister. Ils n'aspirent qu'à être nourris et logés comme de vrais invités. Vous avez l'humour mélodique, me répète Monsieur Giuseppe. Chaque jour, je frappe à sa porte. Chambre 7, étage des peupliers. 3 petits coups rapides, une pause d'1 seconde et un 4e, plus incisif, avec le poing fermé. C'est notre code, il sait que c'est moi. Entra la mia cipollina. J'actionne la poignée. Je traverse le couloir de cette chambre aseptisée. Contrairement à celle des autres résidents où s'amoncelle mobilier rustique, horloge murale, dessin des petits-enfants et tableaux au point de croix, aucun effet personnel n'encombre la chambre de Monsieur Giuseppe. Après son AVC, il n'a rien voulu emmener, pas même une photographie, alors que les 4 murs de son atelier de couture en étaient tapissés. Fermer boutique, c'était mettre un pied dans la tombe, le droit. Il aurait voulu y sauter à pieds joints, mais son hémicorps gauche s'est accroché à la vie. Peu importe l'heure à laquelle je rends visite à Monsieur Giuseppe, il est assis dans son fauteuil roulant, face à la fenêtre, les yeux dans le vague, les lunettes sur le front comme à l'époque de la Passagetta, le dos tourné à la fenêtre. J'approche à pas de loup, l'air de rien, il fredonne la vie en rose. Je ralentis. J'aimerais que ce moment se prolonge, dure une éternité. Il feint d'ignorer ma présence jusqu'à ce que j'arrive à sa hauteur et m'accroupisse devant lui. Là, il me tapote la joue d'une main brusque et paternelle qui peine à contenir l'affection qu'il n'a jamais pu donner. Je m'assieds sur le radiateur blanc crème devant la fenêtre. On se regarde. On se sourit dans une tendresse tendre. Si lors de nos premiers entretiens, il y a 5 ans, Monsieur Giuseppe était loquace et que je connais de long en large sa philosophie de la vie, aujourd'hui, à l'exception de quelques mots échappés de nos bouches polies, nous ne parlons pas. Il existe entre lui et moi une intimité muette. Nous nous comprenons. Je ne sais pas pourquoi je te parle de Monsieur Giuseppe. Peut-être parce qu'avec lui, comme avec toi, toute chronologie s'abolit, le temps semble perdre de son importance. Peut-être parce qu'avec lui, comme avec toi, je peux me taire. Être vide de toute pensée, vide et présente. Ce sont les silences, les intervalles qui créent la mélodie, qui laissent un espace pour exister, pour sentir,
ressentir, retenir, désirer, offrir, vibrer. Un espace de vulnérabilité, de liberté qui laisse entrevoir la musique de la vie, qui nous permet de la respirer, de s'en imprégner. Les mots et les notes ne servent-ils pas qu'à battre la mesure et à faire exister les silences? L'essentiel ne se vit-il pas dans ce qui est tu? Ton rapport à l'alcool est pathologique, inutile d'être médecin pour s'en rendre compte. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère. Je ne dis rien, à chacun sa croix et je bois avec toi. J'ai l'indécence d'aimer me saouler avec toi. 39 ans, ma première cuite. Je joue à la mauvaise fille et j'aime ce rôle. Je voudrais le répéter encore et encore. Crier, vociférer, mordre, déchiqueter, outrepasser mes limites, libérer le four, réaliser quelques-uns de mes fantasmes, surtout les plus inavouables. Je crois que la perfection, c'est l'imperfection qui explose. Le cake qui se fend à haute température, qui s'ouvre, s'offre, croustille, parfume et prend de la couleur. La transgression de l'interdit, liée à notre différence d'âge, me pousse à faire des choses qui ne me ressemblent pas, à l'opposé de moi, tellement à l'opposé que je me reconnais dans ce que je ne suis pas, et j'y prends goût. Entre tes mains d'adolescent, je me sens femme. Une femme à part entière, une femme qui désire. Une femme. J'ai pris des hanches. Mes seins se sont arrondis. Ils sont jolis. Mes mamelons sont follement érectibles, hypersensibles. Je pourrais jouir par simple effleurement des tétons. Le caractère anguleux que la maigreur infligeait à ma silhouette, il y a encore quelques mois, s'estompe. Le tranchant de mes crêtes iliaques s'efface sous mon ventre bombé. Je suis fascinée par ce changement de morphologie, par cette nouvelle féminité qui exulte d'un corps libéré, que je commence à aimer. Il s'adoucit. Il ronronne, comme un chaton en attente de caresse. Dans mes récentes rondeurs, je me trouve sensuelle et je crois que je le deviens. J'ai acheté une panoplie de produits de beauté qu'il ne me serait jamais venu à l'idée d'acquérir auparavant. Depuis, chaque matin, je prends le temps de me crémer de la tête aux pieds, dans des gestes langoureux qui oublient les minutes qui s'écoulent dans l'irréversible sablier de la vie. Sur mon ventre, mes mains dessinent des arabesques. Dans le miroir, mes rides, soleil. Mon mari, lui, me fait remarquer que je devrais surveiller mon poids. Étage des peupliers. 3 petits coups rapides, une pause d'1 seconde et un 4e, plus incisif. Pas de entra la mia cipollina, rien. 3 petits coups rapides, une pause d'1 seconde et un 4e, plus incisif. Toujours rien. J'ouvre la porte.
Le fauteuil roulant de Monsieur Giuseppe est inoccupé. Béant. Monsieur Giuseppe n'est pas dans sa chambre, ni dans la salle de bain. Son lit a disparu. La fenêtre est grande ouverte. Ses lunettes, entrelacées de leurs cordelettes, sont posées sur la table de nuit. La mèche de la petite bougie qu'il allume chaque matin de le réveil a durci. Elle se casse entre mon pouce et mon index, tombe et s'émiette sur la cire froide. Mon poing se referme, mes ongles s'enfoncent dans ma paume, ma gorge se noue. Les urgences sont bondées ce week-end. On parque les patients où il y a de la place. Monsieur Giuseppe est au fond du couloir, dans la petite pièce en carrelage vert pastel, là où est stocké le matériel pour la confection des plâtres. Il est allongé sur une table de consultation. Une odeur fétide de méléna embaume la pièce. Il perd beaucoup de sang, tantôt par vomissement, tantôt par écoulement anal. Monsieur Giuseppe est confus, pâle et transpirant. À plusieurs reprises, il menace de sombrer dans le coma. Mes confrères diagnostiquent une hémorragie digestive haute, sans doute suite à un ulcère, et proposent des investigations et examens complémentaires, notamment une gastroscopie pour en préciser l'étiologie. Monsieur Giuseppe ne subira pas les désagréments d'une intubation, j'en prends la responsabilité. Il n'y aura pas d'escalade thérapeutique. J'y veillerai. Je reste à son chevet. Toute la nuit. J'ai froid. Dans le couloir, mes collègues plaisantent. J'entends leur rire et leur sarcasme. Je déteste le monde hospitalier, je déteste son aristocratie, les médecins qui se pavanent, les infirmières qui boussent. Je n'aime pas mon métier. Sauver des vies au détriment de sa propre vie, c'est se déserter. Au fond, je ne me demande pas pourquoi, mais si je l'ai vraiment choisi. Comme mon mari d'ailleurs, il était là et puis voilà. Lui ou un autre, qu'est-ce que ça aurait changé? J'enlève ma blouse blanche. Je dépose mon stéthoscope sur le comptoir à attelle. J'éteins mon bip. Je tiens la main froide, presque bleue, de Monsieur Giuseppe. Une large main, constellée de taches de vieillesse. Une large main douce qui aurait désiré coudre Paris, qui aurait voulu confectionner un costume de marin à un fils qu'il n'a jamais eu. Je caresse cette large main. Je la serre et je parle sans discontinuer. D'abord de banalité, de l'automne qui roussit les arbres et qui fait concurrence à ma chevelure, de l'actualité, la bande de Gazal, les masters, c'est le cours de l'euro, du jardinier qui est parti 2 semaines au Maroc et qui envoyait une carte postale épinglée au panneau en liège à la cafétéria, de Madame Rouge qui a fêté ses 95 ans hier, puis de moi qui m'éteint, de mon mariage creux et convenu, de mon incapacité à aimer mon mari, de la culpabilité de n'en avoir aucune à le tromper, de ma lâcheté, de mon désabusement et de la honte d'avoir cru que j'allais vivre ainsi, dans l'obscurité du sentiment, dans l'excision du plaisir, mais aussi de la découverte de ma féminité et de l'ardeur de mon désir à travers cette rencontre, notre rencontre, qui n'incarne peut-être pas l'amour, mais la possibilité d'aimer, une
une sorte d'éveil grâce auquel je puis dire je. De cette fougue qui bouillonne en moi, qui met en ébullition cette fantaisie existentielle, jadis réprimée et tarie, que je peine désormais à contenir. De cette dualité avec laquelle je compose chaque jour la force et la fragilité, de mon épuisement à cacher, à me mentir, à me faire mal, de mon besoin de créer pour survivre, de ma soif de vivre. Au petit matin, sur le monitoring, un signal continu qui fait pleurer les uns, qui délivre les autres. Je referme les paupières de Monsieur Giuseppe. Je sonne l'infirmière. Je crois que j'aime les fins parce que les fins sont des commencements. Toi, sur le quai, avec 2 cafés fumants qui parfument la brume de septembre, celle qui refroidit les souvenirs d'été, qui les conserve, parce que l'été n'est jamais que passé. Je me penche entre 2 wagons, je te hèle, te fais signe. C'est fou comme les bonjours ressemblent aux au revoir. Sont-ils indissociables? Tu me vois, tu actives le pas, tu sautes dans le train. Derrière toi, les portes se referment. Le souffle haletant, tu chasses une mèche en expirant. Tes cheveux ont tellement poussé depuis février et ta barbe est plus fournie. Tes lèvres froides posent une bise sur ma joue, présentée hâtivement. Une seule bise, pas 2, pas 3, une seule. Qui dit que l'on a compté l'un pour l'autre et que l'on compte sans doute encore. Mais dans notre application à ignorer nos bouches, elle signe la distance qui nous sépare. Je coince ma valise sous la banquette pour te faire une place et t'invite à t'asseoir en face. C'est gentil de m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Nos reflets dans la vitre, le train démarre, nous avons une demi-heure. Nous ne parlons pas, nous respectons ce code tacite jusque dans nos retranchements, jusque dans les au revoir. Notre reflet dans la vitre glisse sur les immeubles gris et glauques des banlieues, comme défile dans sa tête la vie d'un condamné avant son exécution. Notre reflet dans la vitre encore, le dernier polaroid de toi, de nous, nos derniers silences.
Tu attrapes ma valise, tu la tires, la portes sur le quai. Je t'emboîte le pas. J'aime tes bras longiligne qui tombent sans fin de tes épaules carrées, vissées à ce corps émacié et dégingandé. Tu appuies ma valise contre la barrière en métal en prenant le soin de réduire la poignée télescopique. Tu te redresses, tu t'avances. Tes bras autour de moi, les miens autour de toi, une étreinte, une vraie étreinte, simple et souple. Nos corps s'épousent. Ton nez dans mes cheveux détachés, le mien dans ta jaquette. Ton odeur. Ce mélange étrange d'alcool, de tabac fruité et de lessive. Une dernière fois. Le contrôleur siffle, je me détache de toi, la foule t'aspire. Tu es un voyageur parmi les pendulaires. Tu remontes dans le wagon, dans 1 heure tu accours. Je ne te regarde pas. Ton odeur, déjà, m'échappe. Ma jupe rouge à volant mâche les courants d'air gris de la gare et virevolte. Mes cuisses sont la chair de poule. Le bruit de mes talons, qui martèlent le béton, me donne l'impression d'être une autre, nouvelle. Ma démarche est dynamique et déterminée. Mes boucles rousses rebondissent sur mes épaules dévêtues. Mais ma tête, elle, chancelle. L'une des roulettes de ma vie chointe, comme si ma vie grinçait. Au pied des escaliers roulants, je m'arrête. Ton train repart. Je ne me retourne pas. Le regard rivé sur la grosse horloge, je n'arrive pas à lire l'heure. Je suis en apnée. Je ravale ma salive. Tout est flou. Je ne vois plus rien. J'essaye de harponner la vie de quelques passants pour oublier la mienne. À cet instant précis, j'en suis incapable. La lumière m'éblouit. Mes larmes, une loupe sur moi-même. Je ne sais pas si je suis triste, si j'ai peur, si j'ai mal ou si au contraire je suis libérée mais je pleure. Je pleure, seule, dans ce hall de gare, dans l'anonymat. Je ne suis personne, je ne suis rien. Dans ce désarroi cependant, je me sens soudain appartenir au monde. J'en fais partie. La nuque en sueur, la poitrine oppressée, des gouttes salées perlent sur mes joues et ourlent ma lèvre supérieure gonflée. Ton train est parti. Je présente mon passeport et mon billet d'avion au guichet d'enregistrement. L'hôtesse me tend une étiquette sur laquelle j'inscris l'adresse de la petite auberge où je vais séjourner pendant cette année sabbatique. Une locanda en bord de falaise au nord de la Sardaigne, terre sauvage où la mer et les montagnes s'attirent et se repoussent. J'enlève la bande autocollante de l'étiquette et l'accroche à la poignée de ma valise. Le visage poudré de l'hôtesse, rassurant comme une fleur artificielle qui ne fane jamais, me souhaite bon voyage et m'invite d'un battement de cils à mettre mon bagage sur le tapis roulant. En l'y déposant, c'est notre histoire que je laisse s'échapper. Notre histoire que je mettrai en mots là-bas au nord de la Sardaigne. L'écrire sera un pan qui se referme sur elle. D'une pierre, deux coups. Notre histoire et mon mariage.
sous scellé, définitivement. L'embarquement est à 10 heures, l'avion décolle à 11. Perché sur l'un des sièges ergonomiques, j'attends. Sans lire, ni scruter. Nez à nez avec les avions qui font les pans sur le bitume, je pleure ma liberté. Et le ciel qui broie du noir m'accompagne. Il pleut avec moi. Dans l'immense baie vitrée, sur fond anthracite et violacé d'une journée d'orage telle que je les aime, mon reflet, qui pleure à longues larmes, sourit. Me sourit. À moi. Et je me trouve belle. Femme. Dans ma nouvelle vie. Alors dans Mu, il y a deux personnages. Il y a une auteure et puis un éditeur. Puis là, c'est un passage de l'éditeur. J'avais opté pour l'hôtel de la Cigogne, question d'hygiène. Les services de bain, les draps, les têtes d'oreiller, les rideaux étaient blancs, donc cuits à 90 degrés, désinfectés et inodores. Le parfum capiteux des lessives en promotion m'a toujours écœuré et donné envie de vomir. La température des chambres, préalablement aérées, était fraîche. Pas de tapis au sol, nulle part, mais du carrelage. Partout. Même à la réception où le comptoir, comme les salles de bain, était recouvert d'inox. La Cigogne avait une allure de boucherie, voire d'abattoir. Un lieu de crime parfait où il aurait été facile et rapide d'effacer preuves et empreintes. La sobriété macabre du lieu me le rendait sympathique. En sus de l'hygiène de l'établissement, j'avais apprécié la discrétion presque nonchalante du personnel, en particulier celle de la réceptionniste, de laquelle je n'avais pu voler que le profil déformé et moiré dans le reflet du comptoir en inox. Son insistance à m'ignorer, sans intention, sans calcul, avait un délicat parfum d'insolence. Les yeux plongés dans son bouquin, elle saisissait, sur le grand tableau derrière elle, la clé de la chambre 8, pivotait sur le tabouret à roulettes et me la tendait entre pouce et index, doigts en éventail. Ceci était fin et hâlé, avec de larges articulations et une bosse de l'écriture au majeur gauche. Ses ongles clairs, coupés irrégulièrement et chevauchés à leur base par un film de peau. Ils avaient l'air solides et durs. Sur le moment, ma première envie fut qu'il griffe ma peau, qu'il la marque, juste pour savoir, pour sentir. Elle traversait son bouquin comme une souris le tube digestif du boa. Avalée en un morceau, happée, enveloppée, compressée, forcée d'avancer dans une seule direction. Les pages se gonflaient à sa lecture. Une lecture entière et investie, mais d'une extrême lenteur, me semblait-il. Je ne la voyais jamais tourner les pages. Elle y mettait une application scolaire où l'index, qui frottait le papier dans une musicalité chuchotée, jouait le rôle de curseur. Je me surpris à imaginer qu'elle imposait son passage à l'histoire, que l'histoire s'imprégnait d'elle et quittait la fiction. Je me plaisais à penser qu'une histoire, lue par elle, muait. Dans mes ébats répétés de la chambre 8, je pensais à l'index de la réceptionniste, à sa manière de cavaler sur les mots, au pas. J'aurais voulu être le livre qu'elle lisait, posé sur le comptoir, grand ouvert. Crisser sous sa pulle, être à elle, être quelque chose. Peu importe quoi, mais être quelque chose pour elle. Alors que je m'efforçais habituellement d'être exécrable, afin d'éloigner les bienséants à leur hypocrite civilité, son ignorance à mon égard réveillait chez moi la frustration d'être exclu.
Et dans cette exclusion, je pensais à son index. Autrement dit à elle. De plus en plus. De manière irraisonnée, douce, en apesanteur. Mais j'en baisais d'autres, une multitude d'autres, de semaine en semaine, et en les baisant, je pensais à elle. Je ne pensais pas à la baiser, elle, je pensais à elle tout court. J'étais fascinée par sa capacité à s'abstraire du monde, à ne plus être tout à fait là, à n'être qu'une décimale, un vulgaire chiffre après la virgule. Un vulgaire chiffre après la virgule, mais un périodique qui, malgré sa petitesse, a le charisme de l'infini. Voilà. J'aimerais dire merci beaucoup à Émilie Zoé qui participe à cette aventure et c'est chouette. Elle vient aussi de sortir son CD. Elle est musicienne professionnelle, elle compose, elle chante. Voilà. Il y a eu un article sur elle il n'y a pas longtemps dans le Migros Magazine, elle était en première page, vous l'avez peut-être vu. Si vous voulez avoir des informations, ben vous tapez Émilie Zoé et puis voilà.